nous retrouvons pour la suite du cours sur les conquêtes et sociétés coloniales, deuxième chapitre du thème 2 d'histoire du programme de 4e, l'Europe et le monde au XIXe siècle. Dans une première vidéo, nous avons abordé les phases de découverte puis de colonisation. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux sociétés coloniales. Nous verrons l'implantation de la culture européenne dans les colonies, puis la vie dans ces territoires. Enfin, nous aborderons les différents courants de pensée qui s'opposent autour de la question de la colonisation. Intéressons-nous tout d'abord à l'implantation de la culture européenne. Il convient dans un premier temps de revoir comment la colonisation se met en place et surtout comment celle-ci est perçue par ses acteurs au XIXe siècle. Les Européens pensent avoir un devoir civilisateur envers des peuples dits inférieurs et qui justifieraient ce processus de colonisation. Celle-ci entraîne la soumission des peuples colonisés et apporte du prestige et de la grandeur à la puissance civilisatrice que l'on appelle la métropole. Les Européens ont pour mission de civiliser, convertir et éduquer ces populations dites inférieures, en leur apportant tout ce que le monde occidental a de meilleur à leur offrir. Commençons par l'éducation. Les Européens prennent en charge l'éducation des enfants des colonies. Ils construisent des écoles et envoient des enseignants. Ceci se limite cependant à une éducation de base. Les études supérieures restent largement réservées aux colons ou aux populations blanches. L'objectif est également de renforcer le sentiment d'appartenance à l'empire colonial. Comme on peut le lire sur cette photographie parue dans Illustration en 1858, la patrie des jeunes Algériens n'est plus l'Algérie, mais la France. Une nouvelle patrie qu'ils doivent donc aimer. Ce type de discours n'est pas propre à la France. Les autres puissances colonisatrices font de même. Dans les albums de Tintin, on peut voir le héros donner des cours à de jeunes enfants du Congo, qui est une colonie belge. En 1930, on peut lire « Mes chers amis, je vais vous parler aujourd'hui de votre patrie, la Belgique ». Accusé de racisme, Hergé a modifié certaines planches de la bande dessinée Tintin au Congo. Ainsi, en 1946, le cours de géographie de la Belgique devient un banal cours de mathématiques. Comme nous le voyons sur cette photographie, un des objectifs des Européens est de convertir les populations des colonies au catholicisme ou au protestantisme selon les cas. En Guinée, par exemple, les jeunes suivent des cours de catéchisme dispensés par des missionnaires, c'est-à-dire des religieux envoyés pour convertir les populations. Une autre mission des religieux est le soin des populations. En 1900, 6 000 prêtres missionnaires et 10 000 religieux sont envoyés à travers le monde pour fonder des dispensaires. Il s'agit d'établissements de santé qui soignent les colons, mais aussi les indigènes, c'est-à-dire les personnes originaires de la colonie. Les colonisés sont pour la plupart des paysans pauvres. Ils travaillent pour des salaires faibles dans les plantations ou les mines, dont les produits sont envoyés à la métropole. Comme nous pouvons le voir sur cette affiche, le rhum produit à la Martinique, une colonie française, est vendu en France ainsi qu'à Londres et à Bruxelles. Les populations sont également mobilisées pour de grands chantiers, construction de routes ou de voies de chemin de fer. Ces travaux forcés sont censés participer au développement de la colonie, mais beaucoup de colonisés meurent du fait de la dangerosité de ces travaux, ce qui inquiète certains colons. Comment développer la colonie s'il n'y a plus personne? Les colonisés, eux aussi, expriment leur mécontentement. Ils payent de plus en plus d'impôts alors qu'ils sont mal payés. Cet argent permet de financer, certes, l'éducation ou d'autres services dans la colonie. Cependant, l'éducation est en très grande partie réservée aux Blancs. Certains indigènes appellent donc à la révolte, comme on l'a vu concernant Madagascar dans l'autre vidéo. La vie des indigènes dans les colonies est également visible dans certaines villes de la métropole. En effet, la vie des colonies intéresse les populations européennes qui en ont une vision exotique, idéalisée et fausse. Dans le cadre d'expositions universelles ou coloniales, on leur présente des reconstitutions de villages dans ce que l'on appelle les zoos humains. Les indigènes sont ainsi réduits à l'état d'animaux, comme on peut le voir sur cette carte postale de l'exposition universelle de Liège de 1905. Avec la colonisation, deux courants opposés apparaissent durant le XIXe siècle, les anticolonisations et les pro-colonisations. Jules Ferry, député français, défend la colonisation. Dans un discours à l'Assemblée nationale le 28 juillet 1885, il énonce un certain nombre d'arguments en faveur de la colonisation. Cela apporte des débouchés économiques aux industries françaises, la colonisation a un but humanitaire et civilisateur par exemple. Elle donne également un avantage stratégique non négligeable et un prestige important à la France. La colonisation est donc justifiée par l'État français, justifiée et appuyée par l'État. Dès le plus jeune âge, on enseigne aux Français que la colonisation est bénéfique pour les colonies et pour la métropole. Sur cette couverture de cahier scolaire datant de 1900, la République apporte aux populations d'Asie et d'Afrique
le progrès, la civilisation et le commerce. À l'opposé, Victor Schœlcher, journaliste et militant anti-esclavagiste, dénonce la colonisation et demande l'abolition de l'esclavage. Selon lui, l'humanité et la liberté n'entraîneraient pas la fin des colonies. Il est donc possible de conserver les colonies tout en abolissant l'esclavage. Les militants abolitionnistes mettent en avant la liberté, l'égalité et l'humanité. Ils parviennent à faire abolir l'esclavage en France de façon définitive en 1848.